je me suis donné comme limite, en fait, financièrement, 160 pages. Parce qu'en plus, bon, j'ai fait le choix de... Parce qu'il y a le choix du papier qui est important. Moi, je suis très sur l'objet photographique. Donc, moi, je considère qu'une photographie est terminée quand elle est sur le papier. Une photographie qui est sur un écran, pour moi, il manque quelque chose. Parce que le tirage et le choix du papier, je trouve que ça apporte autre chose à la photographie. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo, toujours avec Florent que nous avons eu la chance de recevoir dans l'épisode précédent qui nous parlait de son parcours et surtout de son livre Réserviste qu'il a lui-même auto-édité. Alors dans cet épisode, on va justement parler de l'auto-édition. Bonjour Florent, pardon. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton aventure, de cette belle aventure, parce qu'en général c'est des chouettes aventures, dans l'auto-édition, nous parler un petit peu alors pour l'avoir fait moi-même, des galères que tu as pu rencontrer, si tu as des conseils, enfin un peu de tout en fait. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que c'est une aventure. Et disons qu'il faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne base de connaissances sur tout ce qui est logiciel de mise en page. Ça aide. Après, de toute façon, la personne qui veut faire son livre, fabriquer son livre elle-même, donc elle va forcément se documenter, elle va s'y mettre. Mais ce sera beaucoup plus facile pour elle si elle a déjà un petit peu quand même des bases. J'en déduis que tu as fait la maquette toi-même. C'est ça, j'ai tout fait. En fait, le seul truc que je n'ai pas fait sur le livre, c'est de l'imprimer. Parce que, oui, c'est compliqué avec la jet d'encre à la maison. Voilà, c'est ça. Ça demande quand même un certain matériel mais j'y ai pensé quand même. Hein. J'y ai pensé. T'es fou. Mais non, quand j'ai vu l'usine à gaz qu'il fallait monter pour imprimer le livre, je me suis dit bon, on va peut-être éviter. Moi, je suis pas sûr que ce soit rentable en plus. Non, en plus ça aurait pas du tout été rentable. Bon, je me serais transformé en imprimeur, hein, ceci dit après, hein, mais non, ça aurait pas du tout été rentable. Il y a bien des photographes qui deviennent éditeurs. Oui, mais oui, bien sûr. Mais éditeur, c'est pas imprimeur, attention. Ouais, ça demande quand même moins de matériel. Non, mais c'est ça, hein, éditeur, on fait la maquette et puis en fait. Donc, je t'ai un peu coupé. Donc, tu as tout fait tout seul de A à Y, on va dire, vu que le Z, c'est l'impression que tu as. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la principale difficulté, moi, par exemple, que j'ai eue sur ce livre-là, c'est outre le fait qu'il faut choisir les images, parce que bon, avec 2 ans de reportage, en fait, avec les 2 unités, on va dire que de la matière, on en avait. Oui, j'imagine. Est-ce que tu connais le nombre d'images que tu as fait en 2 ans et combien tu en as utilisé pour le livre ? Sur le livre, j'en ai utilisé 100. Et après, en 2 ans, j'ai pas spécialement de nombre d'images en tête. Même un ordre de grandeur, on est plus proche des 10 000 ou... Non. Quand même pas. Quand même pas. Parce qu'en 2 ans, il y a de quoi mitrailler. Bon, après, je connais pas ton rythme pour aller au régiment, mais... Après, moi, je suis... déjà qu'ils sont pas là toute l'année, donc ils sont là, en gros, un week-end par mois, donc d'accord. Ça limite un petit peu déjà les jours de présence. Et ensuite, parce qu'on en avait parlé sur un épisode précédent, sur le rapport qu'on avait avec, par exemple, l'argentique moyen format et le numérique, je suis pas quelqu'un qui va mitrailler beaucoup. Bon, il se trouve qu'en reportage, je me mets souvent en mode rafale pour, de temps en temps, en envoyer 3-4 d'un coup, histoire d'avoir une action. Quand il y a de l'action, ouais. Voilà, c'est ça. Mais quand ils se bagarrent, par exemple, j'imagine. Par exemple, ouais. Mais après, c'est pas systématique que je prenne des rafales. Mais j'évite autant que faire se peut de ressortir d'un reportage avec 10 000 prises de vue parce que après, il faut trier, quoi. C'est ça. Alors, comment tu as procédé, toi, pour l'editing des photos ? Alors, pour l'editing des photos, au final, moi, ce que j'ai fait, c'est... j'ai pris, moi, toutes les photos que j'assumais. Donc, les photos que moi, j'étais capable d'assumer, qui me semblaient bien, il y en avait à peu près 200.
Et ensuite, j'ai soumis ça à des proches. Je leur ai demandé de m'en sélectionner 100 à chaque fois. Et donc 4-5 personnes. Et au final, c'est quand même moi qui ai le dernier mot, hein, forcément, parce que heureusement, c'est mes images. Mais en faisant ça, j'ai constaté qu'il y avait des images qui étaient récurrentes, qui revenaient. Et en fait, c'était ma base de travail. J'ai sorti ces images-là de la sélection. Donc, j'ai plus le nombre en tête, mais par exemple, si j'en avais 20 qui ressortaient régulièrement, j'ai sorti ça. Et c'était ma base de travail en gros, pour raconter une histoire. Donc après, la seconde étape, pour l'editing, je me suis demandé comment j'allais construire mon livre, comment j'allais construire l'histoire, qu'est-ce que j'allais raconter dedans. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais partir du parcours du réserviste, indépendamment de la chronologie, parler des formations initiales, un petit peu d'instruction, les stages de spécialisation, les kamekateux pour devenir caporal et caporal-chef, les instructions au tir, les instructions au combat, ce genre de choses en unité, et les stages d'aguerrissement qu'on avait vu par exemple sur toute la série sur les photographies au CIECA, au centre d'entraînement d'instruction et d'entraînement au combat amphibie. Ils aiment bien les lettres, je crois, dans l'armée. Ah, il n'y a que ça. C'est pas compliqué, il y a que ça. Il y a que des acronymes. On peut faire des phrases, ils peuvent faire des phrases qu'avec des acronymes presque. Hein. C'est assez... Donc pour celui qui ne connaît pas en fait l'institution, des fois il comprend pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? On comprend pas. Moi, tu vois, grâce à cet épisode qu'on enregistre ensemble, j'ai appris ce que voulait dire RIMA, parce que je l'avais déjà entendu, mais je ne savais pas du tout ce que cela voulait dire. Oui. Et de toute façon, c'est le seul truc qu'il y a à savoir. Hein. RIMA, hein, le reste, on s'en fiche. Je me coucherai moins bête après ces enregistrements d'épisodes. Donc le RIMA, qui n'a rien à voir avec la marine. Mais il y a marine dedans. Ouais, mais ça sera l'objet d'un autre épisode, parce que sinon je pense qu'on va parler pendant longtemps des acronymes de l'armée. C'est ça. Mais je t'ai encore coupé, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Et donc en fait, voilà. Donc première présélection, pour résumer, première présélection de toutes les images que j'assume, et deuxième sélection par en gros un panel de proches. Je crois que 5-6, je sais plus exactement combien j'ai demandé. Dont on a sorti des images récurrentes sur la base desquelles j'ai fait mon histoire, la chronologie, comme je viens de l'expliquer, de la formation initiale jusqu'à l'aguerrissement. Enfin, l'aguerrissement, entre guillemets, hein, quand même. Hein, ça reste de la réserve, ça reste 3 jours par mois, c'est pas... voilà. Mais quand ils le font sérieusement. Après, ça dure 3 jours par mois, c'est pas 30 jours par mois. Oui, c'est ça. C'est pas des professionnels, c'est pas des amateurs non plus. C'est pas des amateurs. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas des... En fait, on peut pas attendre d'eux qu'ils aient par exemple le même niveau qu'un régiment d'infanterie. Même s'ils sont dans un régiment d'infanterie, moi, je trouve pas ça... je trouve, à la limite, je peux... pour moi, c'est pas possible. Parce que c'est des gens, celui qui est avocat, par exemple, qui travaille toute la journée, il va s'entretenir physiquement, il va faire du sport, il va faire ces choses-là. Mais le militaire galactique, il va faire du sport tous les jours. Mais en fait, c'est un peu comme les... Bon, alors là, on sort du sujet de l'auto-édition, mais c'est pas grave. De toute façon, le podcast, je crois que les auditeurs ont l'habitude qu'ils sont un peu décousus. Et en fait, on peut faire le rapprochement avec les pompiers, en fait. Oui, c'est ça, les pompiers pro, les pompiers volontaires. Et puis là, c'est pareil, mais dans le milieu militaire. Enfin, revenons-en à l'editing. Moi, j'ai une question. Est-ce que il y a des photos que tes proches ont sélectionnées et que toi, sur lesquelles tu aurais peut-être pu hésiter Parce que souvent, quand on est photographe, il y a des images sur lesquelles on a un affect pour souvent une histoire qui s'est passée au moment de la prise de vue, ou parce qu'on connaît la personne et qu'on en est proche. C'est des images qui parfois en fait ne parlent pas du tout aux autres. Est-ce que tu as eu des images comme ça qui étaient importantes pour toi et que les autres n'ont pas sélectionnées, ou à l'inverse des images qu'ils ont sélectionnées et que tu n'aurais pas forcément choisies? J'ai pas ce souvenir là. Après, il y a des images. Pour en revenir à l'editing, ce qui répondra à ta question, c'est que
par exemple, sur la maquette, une fois que j'ai fait ça, j'ai on va dire, j'ai mon socle de base, j'ai mes images, par exemple, j'ai eu ma vingtaine d'images récurrentes qui revenaient. Après, les images que j'avais soumises à, on va dire, à une présélection, c'était que des images que j'assumais. Donc, en soi, j'avais pas de souci avec de mettre telle ou telle image ou de pas mettre autre chose. Après, il y a des images que j'aimais bien, oui, c'est vrai, que je n'ai pas mis, mais c'est juste parce qu'elles elles s'inséraient mal dans l'histoire. Ouais, j'ai eu ce problème aussi sur les navets du ciel. Ouais, donc, mais comment dire, j'ai pas eu d'image où j'avais de l'affect dessus, plus que d'autres, on va dire. Je posais la question parce que moi, une des images que j'ai pu faire, une des photos que j'ai pu faire qui est la plus importante pour moi, j'ai quand même un peu l'impression que tout le monde s'en fout. Oui, c'est possible. Par exemple, pour moi, c'était une belle rencontre. Alors, je pense que le portrait, techniquement, il est irréprochable. Peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est un chouette portrait. Mais les gens ne ressentent pas en fait l'émotion que moi j'ai pu avoir en le prenant parce que c'est une gamine en Jordanie que j'ai pris en photo et qu'on a tchatché pendant des heures et que c'était vraiment un moment très très sympa. Et ouais, c'est pour ça que je posais la question en fait, parce que j'ai l'impression que ça arrive quand même de temps en temps. Oui. Après, c'est sûr que il y a des photos que moi j'aimais bien et que d'autres moins. Mais pour les mêmes raisons que toi, en fait, parce qu'il y avait peut-être plus d'affect que d'autres. Mais après, non, dans le livre, bon, toutes les photos, en fait, les photos que j'ai enlevées, finalement, c'est plus parce qu'elles s'inséraient mal dans l'histoire que parce que il y avait elles n'étaient pas appréciées. Parce qu'il y a des photos qui n'étaient pas spécialement appréciées, par exemple la double page 122 et 123. Oui, on en a parlé dans l'épisode précédent. Et en fait, les deux photos sont prises au même moment. Le seul qui change, en fait, la seule action qui change sur ces deux photos, c'est que le personnel qui est devant moi, sur la première, il marche devant, donc il me regarde pas, et la seconde, il me regarde. Et j'ai pris le parti de mettre les deux parce qu'en fait, j'aime les deux. Mais en soi, j'aurais pu en mettre qu'une, comme pour l'exposition qui a eu lieu en septembre dernier à Fréjus, à la Villa Aurélienne, que je remercie d'ailleurs, l'équipe technique et puis la ville de Fréjus pour l'accueil. J'ai tiré que la photo de la page 123. Donc, oui, parce que ce qui marche dans un livre ne marche pas forcément en exposition. Oui, et puis surtout qu'il faut faire un choix, quoi. L'idée, c'est de faire des tirages quand même de qualité. Et si je m'amusais à faire des tirages de qualité x100, j'aurais vendu l'appartement, quoi. Et donc ton editing est fait. Prochaine étape, c'est quoi? L'editing est fait. Prochaine étape, faut faire la maquette. Parce qu'au départ, j'étais pas arrêté sur 100 photographies. D'ailleurs, il y en a 120. J'ai pas compté les portraits. Le reportage en soi, il fait 100 photographies. Après, il y a 20 portraits, 10 de la 6e compagnie et 10 de la 7e compagnie qui sont disséminés un peu partout dans le livre. Donc, ce qui nous fait 120 photographies. Mais après, j'ai fait un petit peu l'histoire et j'ai mis les images un petit peu comme elles venaient sur mon logiciel d'editing, de maquettage. Plus que d'editing, de maquettage. Tu utilisais quoi, InDesign? InDesign, ouais. Tu connaissais déjà le logiciel ou t'as appris sur le tas? Je l'ai appris à l'université. Comme quoi, des fois, on apprend des trucs utiles. Parce que, du coup, pour l'histoire, je suis diplômé en information et communication, mais j'utilise pas du tout mon diplôme, mais dans rien. Même sur Instagram, sur mes pages pro, on dit, comme je te disais au téléphone, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés. D'ailleurs, mon père était cordonnier, donc je le sais. Et en fait, voilà, je suis diplômé de com, mais par contre, ça m'intéresse pas. En fait, ça m'ennuie. Donc, il faut le faire. Donc, je me force laborieusement. Mais du coup, pendant mes études, j'ai appris à utiliser sommairement, évidemment, parce que c'est pas quelque chose de très, c'est pas une formation pointue sur l'utilisation des choses, mais ça donne des bases. Et après, ça m'a donné des bases. Et puis après, j'ai approfondi, quoi. J'ai travaillé
j'ai travaillé sur le logiciel de mon côté. Après, le design de ton livre, c'est un petit peu comme le mien, c'est assez épuré. Oui. Donc il n'y a pas non plus, t'es pas en train de créer une affiche ou ne sais quoi. Non. C'est vraiment de la mise en page très épurée. Oui, c'est ça. C'est pour lisser en fait, c'est vraiment pour les. Enfin, c'est comme ça que je vois. Par exemple, quand même sur le projet qui reste dans le placard encore, pour le moment, en fait, je le travaille sur les tirages. Même là, pour moi, le tirage se suffit à lui-même. Je vais pas donner d'explications sur le chose. Là, je donne des explications un petit peu, parce que pour contextualiser un peu, parce que les gens qui connaissent pas l'institution, ils vont pas spécialement comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Donc, pour qu'ils aient un petit peu d'explications. Pour les acronymes, c'est pas mal aussi, en effet. Donc, pour qu'ils aient des explications un petit peu. Mais en fait, pour moi, l'objet principal, c'est la photographie. C'est pas ce qu'il y a autour, donc c'est pour ça que je voulais rester vraiment sur la photographie. C'est un livre de photographie, c'est pas un livre où il y a des photographies pour illustrer les textes. Ouais. Alors, pour les photographes qui nous écoutent et qui ont l'intention d'auto-éditer leur livre, je pense que tu confirmeras. Utiliser InDesign pour faire une maquette épurée, c'est assez simple. Oui. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver un équilibre dans le livre, parce que épuré ne veut pas dire vite fait. C'est ça. C'est ça, c'est plus compliqué. J'ai même l'impression que la partie créa, en fait, est beaucoup plus compliquée quand on veut épurer. J'ai l'impression que si on veut en mettre 3 tonnes. Non, mais c'est ça, parce que à la base, le livre, donc là, il fait 160 pages. C'est déjà un beau bébé. Bon, il a pas l'air comme ça, mais au fond, il fait quand même 1,5 kg et il est quand même imposant, quoi. Mais à la base, il faisait 200. La première version que j'ai fait, elle faisait 200, 220, 240 pages. Ok. Et donc c'est là où j'allais y venir, c'est qu'une fois que j'ai mis tout ça, que j'ai fait toute mon histoire, que j'ai mis toutes les photos que je voulais mettre, donc il y en avait au départ, il n'y en avait pas que 120, il y en avait plus évidemment. Et après c'est un travail avec l'imprimeur, c'est savoir en gros combien le livre il allait me revenir, combien je vais payer avec l'imprimeur, le choix du papier, ce genre de choses. Donc pour faire un devis, et en fait en fonction du prix de revient, on voit jusqu'où on peut aller en termes de quantité de pages, on va dire c'est comme ça. Après, si par exemple, pour revenir, le projet qu'il y a dans le placard, il n'y a que 40 images, donc en soi là je vais pas me poser la question de savoir si je mets tout ou pas, je vais mettre tout. Mais si j'ai 200 images et que j'ai mais que j'ai la place que d'en mettre 100, je vais réfléchir de manière différente, en fait. C'est surtout ça c'est surtout ça en fait le truc. Donc l'editing, il s'est continué pendant le maquettage. Donc pour enlever un petit peu, pour enlever des images, pour remplacer certaines images, c'est arrivé en remplacement. J'ai interverti des images, certaines que j'avais enlevées, que j'ai remis à la place d'autres pour que ça soit plus intéressant. Enfin, pour moi en tout cas. Après, peut-être que j'aurais fait autrement, ça aurait été peut-être plus intéressant pour d'autres. Enfin, peu importe. Mais grosso modo, c'est comme ça. Finalement, je trouve que toutes les étapes sont diluées. L'editing, le maquettage, les deux sont liés et sont dilués l'un dans l'autre. On fait un pré-editing et après, une fois qu'on repart sur le maquettage, on va refaire encore un editing des images. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, du moins. Et ça, c'est en fonction de ce qui m'était permis de faire financièrement avec l'éditeur, parce que bon, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et à un moment donné, il faut prendre ça en considération quand même dans la fabrication du livre. Ça grimpe vite, parce que pour ceux qui nous écoutent, quand on décide de rajouter des pages, c'est pas juste du papier imprimé en plus. Ça veut aussi dire de la reliure. De la colle, de la reliure, de la colle, c'est ça. Fois 1000, vu que tu as imprimé à 1000 exemplaires. C'est ça. Et ça peut aussi faire évoluer le nombre de cahiers, avec un nombre de pages par cahier plus ou moins important, ce qui influe aussi sur le coût. C'est ça. Donc effectivement,
C'est ça. À un moment, il faut voir aussi au niveau du budget si ça rentre. Exactement. Aussi. Et donc là, ça tombe bien parce que tu parles des cahiers. Et en fait, sur le livre, moi, je l'ai construit en cahier. C'est-à-dire que, chaque cahier, par exemple, si on détruit le livre, si on enlève les cahiers et qu'on les regarde, on va pas trouver un cahier qui va parler de telle chose, un cahier qui va parler de telle chose. Mais sur le nombre de pages au final, je me suis basé sur les cahiers pour pas imprimer par exemple un cahier à 6 pages à la fin. Soit j'enlevais 6 pages, soit je rajoutais 10 pages, que c'est des cahiers de 16 pages. Donc je suis resté en groupe de paquets de 16, on va dire, pour construire le livre. Ce qui est en fait le moins cher. C'est ça. Alors pour les gens qui sont novices dans l'édition, enfin dans l'impression là plutôt pour le coup, je fais juste un petit rappel. Il faut des multiples, pour faire un livre, il faut un nombre de pages multiples de 4. Donc ça c'est obligatoire. Et après, plus on veut baisser le coût, plus il est intéressant d'avoir un nombre de pages multiples de 16. Parce que alors, les cahiers dont on parle, c'est un peu comme les cahiers que vous aviez à l'école, sauf que pour faire un livre de 160 pages, on ne va pas assembler 80 feuilles ensemble avec des agrafes au milieu comme un cahier Clairefontaine, mais on va faire plusieurs cahiers qu'on va assembler, et ces cahiers font entre 8 et 16 pages. C'est ça. Alors après, est-ce qu'ils peuvent faire plus ? Je ne crois pas, mais en tout cas, chez Scourbiac, parce que c'était imprimé chez Scourbiac, c'est ça, ouais. C'est 16 pages max. Et donc, plus on augmente le nombre de pages, si on reste dans un multiple de 16, moins on a de cahiers, et donc moins on a de coutures et de reliures à faire. Voilà. C'était juste pour faire une petite parenthèse sur les cahiers. C'est ça. Donc après, une fois que j'ai resté, pour revenir au cahier, j'ai déterminé 10 cahiers de 16 pages, qui nous fait 160 pages. Puis après, je me suis donné comme limite, en fait, financièrement, 160 pages. Parce qu'en plus, j'ai fait le choix de... Parce qu'il y a le choix du papier qui est important. Moi, je suis très sur l'objet photographique. Donc, moi, je considère qu'une photographie est terminée quand elle est sur le papier. Une photographie qui est sur un écran, pour moi, il manque quelque chose. Parce que le tirage... Et le choix du papier, je trouve que ça apporte autre chose à la photographie. Selon la façon dont on va la faire tirer et sur quel papier on va utiliser. Par exemple, moi j'utilise du papier du bambou japonais. Et je trouve que les noirs sont différents que sur un papier classique photographie. Je les trouve plus intéressants. Je trouve qu'il y a plus de matière dedans et que même si le noir en fait est bouché, si c'est que du noir, je trouve que on a l'impression qu'il l'est pas grâce à la texture du papier. Et le papier apporte une dimension en plus, je trouve, sur le tirage. Donc j'étais très vigilant en fait sur le choix du papier, même sur le livre. Alors évidemment, le livre on pouvait pas le faire en papier de tirage d'art parce que bon, ça aurait été très expendieux. J'ose même pas imaginer. Oui, c'est même pas la peine. Mais bon, j'ai eu le choix entre plusieurs papiers et puis j'ai pris celui qui me plaisait le plus et qui n'était pas spécialement le plus abordable. On va dire. On voit que t'as choisi un beau papier. Mais il a une bonne tenue. Donc ouais, voilà. Donc après c'est ça, c'est cette association-là. Comment on veut faire la couverture ? Si on veut une couverture souple, si on veut une couverture cartonnée, si on veut un pelliculage sur la pellicule, un pelliculage sur la couverture. Sur la couverture. Par exemple, moi là, la couverture elle est pelliculée parce que c'est un livre qui est aussi destiné assez réservé dans l'institution. Et puis bon, en fait, dans l'institution, je dis pas qu'ils ont souvent les mains sales, mais en fait, c'est vrai que c'est pas le sale dans le, comment dire, dans le sens où on l'entend, c'est que comme ils travaillent tout le temps, comme ils sont là, quand ils sont par exemple sur le terrain, ils peuvent avoir un peu de terre sur les mains. C'est pas un livre qui n'est destiné qu'à rester sur une étagère de bibliothèque. Voilà, c'est ça. Quand ils nettoient l'armement, ils ont un petit peu de graisse sur les mains, un peu de poudre. Bon, il y a toujours un truc. Hein, donc en fait, là, clairement, avec le pelliculage,
même si on est dans la cuisine, hein, on regarde le livre. Bon, je sais pas pourquoi on le regarderait dans la cuisine en train de faire à manger, mais bon. Mangeant de la sauce bolognaise. Voilà, admettons s'il y a une petite tache d'huile d'olive qui tombe sur la couverture, un petit coup d'éponge légèrement humide, on va dire, et puis on la voit plus, quoi. Ça va pas abîmer. Alors que sans le pelliculage, ça serait rentré dans la fibre du papier, quoi, on va dire. Donc ça, c'est... Voilà. Donc en fait, tous ces paramètres-là, ils sont à prendre en compte avec l'imprimeur pour déterminer le coût et justement déterminer combien de pages on va mettre dedans. Et en fonction de combien de pages j'ai déterminé à 160 ce que je voulais mettre, donc avec la partie de la préface et la partie vraiment image du livre. Et ça permet d'avoir les fondations du travail. Ouais. On a comme sur l'editing, on a nos images récurrentes qui, elles, ne bougent pas. On va les réagencer en fonction de l'histoire. On va mettre d'autres images autour pour étayer l'histoire. Et on va se limiter forcément à 160 pages. Donc, à un moment donné, on va plus pouvoir en mettre. Et puis sur les 160, tu as des pages qui sont déjà fixes, la page de garde, la préface... les mentions légales à la fin du livre. C'est ça. Les remerciements. Et donc après, il faut que tu jongles avec les pages qui restent au milieu. C'est ça, c'est exactement ça. Et on peut pas en rajouter, on peut pas faire 161 pages. Voilà. Sinon, on passe à 176, mais après, on n'est plus on augmente le budget, quoi. Donc c'est un équilibre à trouver, en fait. Pour la petite histoire, j'ai imprimé mon bouquin du Bénin vu du ciel 2 fois. Donc j'ai une première édition à 120 pages, si je ne dis pas de bêtises. Et la deuxième édition, j'ai changé d'imprimeur, donc je suis allé chez Scourbiac. Et mon interlocuteur, John, me dit si tu augmentes ton nombre de pages, ton coût baisse. Alors à l'époque, je ne connaissais pas le coût des cahiers de 16 pages, alors il m'explique tout ça. Et en fait, en imprimant un livre à 132 pages, je passais sur des cahiers de 16 au lieu de 12 initialement. Du coup, j'avais moins de reliure, mais de rajouter 12 pages, il a fallu remplir, en sachant que je ne voulais pas mettre plus de photos que dans la première version du livre. Ouais, je vois, ouais. Donc, il a fallu remplir. Donc, le livre, la deuxième édition, par contre, c'est sympa, elle est beaucoup plus aérée. J'ai quelques photos en plus sur double page, mais il fallait remplir. Et c'est un peu ce jonglage à faire dans l'editing, en fait, c'est que parfois tu manques de place et tu peux pas rajouter, alors il faut des multiples de 4, tu peux pas rajouter forcément 4 pages parce qu'il faut que tu penses à tes cahiers. Si tu fais des cahiers 12 et puis le dernier fait 16, c'est un peu moche. Oui, c'est ça. Donc tu es obligé de jongler, en fait. Tu dis, bon, alors là, si je veux rajouter cette photo, il va falloir que j'en enlève là, parce que sinon je dois rajouter 10 pages que je ne sais pas comment remplir. Non, mais c'est exactement ça. C'est un vrai jonglage. C'est exactement ça. Je vais rajouter 2 photos, ouais, mais du coup, il faut que je rajoute 2 pages. Ouais, mais d'accord, mais en fait, il faudrait que je rajoute 14 pages en plus, mais j'ai pas spécialement envie de rajouter 14 pages, quoi. Voilà, parce que tout de suite, ça fait un sacré coup. Ouais, puis même, est-ce que j'ai envie de rajouter 14 pages est-ce que j'ai envie de rajouter des choses aussi. Ouais. Et alors moi j'avais, alors je sais pas si tu as eu le cas, mais moi j'avais des contraintes que je m'étais imposé moi-même, mais j'avais des images qui se répondaient bien par rapport à leur couleur. Alors dans le livre, dans le mien, je sais plus quel est le numéro de page, mais il y a sur la page de gauche une photo orange et sur la page en face une photo plutôt dans les verts, ou l'inverse, je sais plus, mais elles se répondaient bien et je voulais qu'elles soient forcément l'une en face de l'autre. J'avais quelques images que je voulais absolument en double page. Oui. Et moi, mon livre, c'est un voyage, en fait. Indépendamment de la chronologie des prises de vue, comme pareil que pour toi. On part de l'est du sud-est, du Bénin, et on finit au nord-ouest. Ouais. Donc, je ne pouvais pas inverser l'ordre des photos. Mais il y a des photos que je voulais ensemble. Il y en a que je voulais en double page. Ça a été un vrai jonglage pour réussir à tout faire rentrer dans le livre correctement. Oui, non, mais c'est ça. Que j'ai dû refaire quand John m'a demandé de rajouter des pages pour baisser le coût du livre. Et puis quand on propose de baisser le coût du livre et d'avoir plus de pages, tu dis pas non. Oui, c'est ça. On fait, pourquoi pas, on va rajouter peut-être un peu de contenu et puis on va, voilà. Mais oui, j'ai eu ce cas-là. Il y a des photos, je trouvais, elles fonctionnaient bien. Et donc elles étaient, pour moi, elles étaient indissociables. Donc il fallait qu'elles soient là. Il fallait qu'elles soient sur la même double page ou sur on va dire les mêmes 3-4 pages.
Donc du coup après faut éditer, faut faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Après donc pour les difficultés que j'ai rencontrées, moi principalement c'est notamment au niveau de la validation de tout ça par l'institution. Parce que du coup je sais pas pour toi, mais moi, tout ce qui dans le livre doit être validé, vu que c'est quelque chose qui parle de l'armée de terre, ça doit être validé par le service com de l'armée. J'ai pas eu ce souci-là. Après, je pense que si j'avais photographié des points sensibles, genre des bases militaires, par exemple, pour rester dans le sujet, je pense que j'aurais dû demander les autorisations, mais j'avais pas de points sensibles comme ça. Après, j'ai des points qui peuvent porter, qui peuvent amener à polémique. J'ai des photos de ponts. Et alors au Bénin, je n'en sais rien du tout, mais en France, les photos de ponts, c'est pas anodin en fait. Il y a des règles. Ouais. Je crois d'ailleurs que c'est en rapport avec les militaires, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être que je dis une grosse connerie monumentale. Aucune idée. Mais en tout cas, il y a quelques trucs comme ça, c'est pas anodin. Et moi, j'ai pas demandé d'autorisation pour les ponts. Mais en même temps, mon livre du Bénin, je l'ai fait avec un drone. C'était un des premiers drones au Bénin en 2017 quand j'ai commencé. Il y avait aucune réglementation. Si je faisais ce livre-là en France aujourd'hui, je me ferais allumer parce que alors j'ai pris toutes mes dispositions pour faire ça en toute sécurité. J'ai bien fait gaffe à où était l'aéroport. Alors au Bénin, c'est bien parce que c'est un tout petit pays et il n'y a pas beaucoup de vols. Donc avec Flight Radar, on peut voir quand est-ce qu'il y a un avion qui arrive pour ne pas créer des situations dangereuses. Envoyer le drone dans le réacteur. Mais je m'étais quand même renseigné sur l'utilisation du drone au Bénin au niveau des autorités et je n'avais eu strictement aucune réponse. Donc j'ai fait mon bouquin. Et a priori c'est passé parce que le gouvernement béninois en a acheté, donc. Oui, non mais voilà, pas de réponse. Mais je n'ai pas demandé d'autorisation. Ça vaut approbation. Hein, donc voilà, moi je n'ai pas eu à demander une autorisation comme toi, ou en tout cas je les ai pas demandées. C'est ça. Et toi, on en parlait avant d'enregistrer. Tu me disais que tu as tout fait valider par l'institution militaire. Mais est-ce que c'était un souhait que tu voulais toi, ou c'était vraiment obligatoire et tu aurais pu avoir de gros ennuis à ne pas le faire? Les deux. En fait, c'est un souhait de ma part parce que moi, je voulais faire ça en toute transparence avec le régiment parce que le but, c'est aussi de mettre en valeur en fait l'institution. Enfin, c'est la réserve opérationnelle, sans travestir la réalité, hein, évidemment. Hein. Mais le but, c'est ça. Mais aussi, il y a des raisons de sécurité. Par exemple, sur une image, en soi, il y a énormément d'informations, il y a énormément de renseignements en fait quand on fait une image d'un militaire. Il y a énormément d'informations sur l'image pour quelqu'un qui sera mal intentionné, par exemple. Donc juste sur ça, en fait, moi je voulais m'assurer que la sécurité de ces gens-là ne soit pas engagée parce que j'ai fait une photographie qui aurait pu porter préjudice à quelqu'un, en fait. C'est surtout ça. Après, il y a la notion de droit à l'image au sein de l'institution, parce que c'est aussi particulier. Donc, pour pas qu'il y ait d'impair là-dessus, on a travaillé aussi beaucoup avec l'officier communication de ce régiment-là pour regarder, pour avoir les autorisations des personnels quand c'était nécessaire, ce genre de choses. Et... T'as fait signer un droit à l'image pour tout le monde alors ? Enfin, du moins tous ceux qui étaient reconnaissables ? C'est ça. En fait, j'ai fait signer un droit à l'image à tout. Déjà, pour tous les portraits, ils ont signé un droit à l'image. Ça, Et t'as pas eu de soucis pour avoir les droits à l'image ? Personne te les a refusés ou même demandé de les monnayer ? Non, j'ai rien eu. Ok. J'ai rien eu. Après, j'ai eu. Moi, je suis pas. Enfin, par exemple, je suis photographe, mais j'ai horreur qu'on me prenne en photo. L'emmerdeur. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, quand je suis en train de marcher sur la promenade des Anglais, sur la prom, et que je vois quelqu'un qui est en train de faire une photo dans ma direction, parce que par exemple, elle prend la promenade en photo, je tourne systématiquement, la tête de l'autre côté. C'est voilà. Tu te rends compte que si tout le monde fait comme toi, on peut plus travailler. Oui, non, mais je sais. Mais après, moi, j'ai horreur de ça. Donc, voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, mais c'est ça. Donc après, voilà, c'est comme ça. Donc quand, par exemple,
j'ai des personnels qui sont venus me voir, qui souhaitaient pas apparaître dans le livre et qui souhaitaient pas être pris en photo, parce que eux ils font des travails, ils travaillent dans le civil, ils ont un travail assez particulier et ils souhaitaient pas être visibles dans le livre, être pris en photo, c'était pas concevable en fait pour eux. Donc ils sont venus me voir et pour moi il y a pas de problème, donc j'ai fait en sorte qu'ils soient pas, même si ces personnes-là ils restent en photo dans le livre, mais ils sont de dos. On les reconnaît pas de dos. En fait, ils sont de dos par exemple. Donc on les verra pas de face, il n'y a pas de portrait d'eux. C'est voilà. Après, pour moi je considère que c'est le droit à tout le monde. Si moi j'ai pas envie de me faire prendre en photo, partir du moment où c'est dit gentiment, il n'y a pas de souci, quoi. On vient me voir. Enfin, il y en a 3-4 qui sont venus me voir. Ouais, bon, est-ce que ça t'embête pas de pas me prendre en photo, machin? Non, il n'y a pas de souci. Écoute, tu fais bien de me le dire. Je ferai en sorte de ne pas t'avoir dans le cadre ou si je prends une photo où tu es dedans, bah, je ferai en sorte que tu sois de dos ou que tu sois pas reconnaissable. Enfin, voilà. Donc j'ai fait ça. Quand je faisais un reportage à Caen-Juers, par contre, il y en a un qui est venu me voir. Je me suis fait engueuler parce que je faisais des photos. Moi, je faisais juste mon boulot. C'était sur un cross régimentaire. En fait, me faire engueuler parce que je faisais juste mon boulot, j'avais qu'une envie, c'est de lui faire des photos à ce mec-là. La couve. Non, mais c'est ça. C'est lui faire que des photos de lui, quoi. Ouais, non, juste mais... pour parce que... viens me voir gentiment, on discute et puis je te prends pas en photo, il n'y a pas de souci. C'est ça en fait, on peut discuter, on n'est pas obligé de s'agresser. C'est ça. Et donc pour en revenir du coup à ce livre-là, donc toutes les autorisations, j'ai demandé toutes les autorisations qui allaient bien pour faire ça. Au régiment aussi, pour pouvoir couvrir en fait les activités. Donc à chaque fois, fallait les prévenir que je venais pour faire ça. Et une fois que j'ai fait les photographies, qu'on a validé toutes les photographies, les textes avec le régiment pour voir si on raconte pas n'importe quoi dedans, si on donne pas d'informations sensibles dans ce qu'on raconte. Après il y a la grosse partie, c'est qu'il faut faire valider tout ça par l'état-major. Parce que le régiment, ok, c'est une chose, c'est facile, parce que le régiment, c'est local. Mais maintenant, il faut aller au niveau au-dessus. Le projet est déjà validé, forcément, puisque... voilà. Parce que, en fait, je fais le reportage, donc... on va dire, le cirpataire, il est déjà au courant. Mais après, il faut faire valider tous les textes. Par exemple, pour l'histoire, la préface qui est écrite par le chef de corps du régiment a été validée la veille de l'impression, ce qui m'a valu de valider le livre pour l'impression sur une aire d'autoroute côté de Béziers, me mettre en partage de connexion avec mon téléphone pour envoyer la double page qui allait bien, parce que le temps que tout se fasse, en fait, il s'est trouvé que c'était validé juste la veille, quoi. Pas stressant du tout. Non, ça c'était pas du tout stressant. D'ailleurs, mais je connais parce que moi je fais rédiger les contrats à ma femme sur les aires d'autoroute. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'elle m'en veut encore de l'avoir un peu speedé comme ça. C'est pas mal. Et c'est pas faute par exemple avec l'armée, c'est pas faute d'avoir anticipé le truc. Mais après c'est quelque chose c'est de l'institution. C'est l'institution, c'est très long à bouger. Et il y a une hiérarchie, donc j'imagine que ça doit passer par tous les stades. Et puis c'est ça. Et puis après ça reste de la communication. C'est une institution qui porte plus d'importance sur l'opérationnel, ce qui se comprend. Donc en fait tout ce qui passe un petit peu, tout ce qui est la communication. C'est pas que c'est pas important, mais ça passe. C'est pas c'est pas la top priorité, quoi. Donc là, ce jour-là, c'est devenu la top priorité parce que je leur avais dit, si j'ai pas la validation du truc, moi je n'imprime pas la préface. Donc là, ils se sont dit, bon, on va peut-être. Puis on en parlait avant d'enregistrer, mais tu me disais qu'ils avaient pas forcément, ils prenaient pas forcément la mesure de l'implication pour toi et de l'investissement économique. Oui. Après c'est normal parce qu'eux ils sont dans un autre monde, donc en fait c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, comme moi je veux pas connaître par exemple le milieu juridique, j'allais dire judiciaire, mais aussi donc en fait c'est des implications qui quand finalement c'est juste parce que c'est une méconnaissance de ce domaine-là, on se dit bon, c'est pas, ça peut attendre, sauf que finalement moi le fait que moi j'attende, l'imprimeur attendait,
Et l'imprimeur, derrière, il y a tout ses personnels, ses salariés qui attendent parce que le créneau il est bloqué. Ils ont le papier qui est commandé, donc en fait ils ont tout le truc et ils sont là. Imprimer un livre à 1000 exemplaires pour l'imprimeur, c'est pas juste lancer l'impression sur la jet d'encre comme on peut faire à la maison. C'est tout un travail derrière, de logistique. Il y a une logistique, il y a un stock de papier à commander, à stocker, des créneaux parce qu'on n'est pas les seuls clients. Tout à fait. Et puis ça prend du temps de tout imprimer. Parce qu'après il y a la relure, le collage, il y a le façonnage. Il y a pas mal de facettes. Ça, on en avait parlé dans un des épisodes avec John Briance de chez Scourbiac. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à retourner sur l'épisode. Et je pense qu'on va en reparler bientôt en rentrant plus dans les détails de procédés d'impression. Mais écoute, Florent, on arrive on a 2 beaux épisodes là du podcast. Donc on va conclure parce que je crois qu'on va perdre des gens là avec 2 épisodes d'1 heure. Est-ce que tu as un dernier conseil ou des erreurs à éviter à partager avec les auditeurs? Alors des erreurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? J'en ferais peut-être pas 1000, j'en ferais peut-être un peu moins. Mais bon, après ça se discute parce que plus on en fait et moins ça nous coûte. Mais après ça se discute. Voilà, après faut les vendre. Ce que je ferais différemment, franchement sur ce livre-là, non, je ferais rien de différemment. Après les conseils que je peux donner, c'est toute la partie texte. Vraiment, il faut bien les relire, mais vraiment, parce que même là, moi, en ayant bien relu, il y a une coquille, et c'est quelque chose que, je suis pas une foudre de guerre en orthographe, mais moi, je l'ai vu, et en fait, on l'a relu à 5-6 personnes, et des gens qui sont costauds en orthographe, c'est pas des... en tout cas, plus que moi, et puis... C'est des gens à qui je demande 2 fois régulièrement. Tiens, tu peux pas me regarder ça parce que j'ai un petit doute, faut que j'envoie ça à machin. Puis s'il y a une faute d'orthographe, ça fera un peu, ça fera un peu tâche quoi. Donc, et en fait, il y a un accent qui s'est perdu à un endroit, mais on s'est dit, mais comment? Enfin, moi, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, mais comment on est passé à côté de ce truc-là? Un petit peu de Tipex dans les 1000 livres, ça passe. Oui, un petit peu. Alors, voilà. Donc, tiens l'orthographe, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore imprimé leur livre, qui pensent le faire et qui ont un peu de budget, Scourbiac a un service de correction typographique pour ceux que ça intéresse. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Et moi, puis, c'était mon gros stress, les fautes d'orthographe. C'est ce qui m'a fait reculer la signature du BAT parce que j'étais angoissé comme pas possible à l'idée d'avoir une coquille. L'accent, après, une coquille, c'est pas très grave. Mais... Ouais, l'accent, c'est pas trop grave. Mais parfois, à force de lire, il y a des fautes, mais énormes. Oui, qu'on voit plus parce que le truc, on l'a lu 150 fois. Ouais, c'est ça. On demande à des gens de nous aider, mais eux aussi veulent bien faire. Ils l'ont aussi lu 150 fois et en fait, des trucs énormes et il y a 10 personnes qui passent à côté. Non, mais c'est exactement ça. Tant que c'est pas sur la couverture, ça peut passer. Et ils aident aussi à la préparation des images pour l'impression, parce que par exemple, une des difficultés que j'ai eues, c'est que moi, je prépare mes images au tirage individuel. Ouais. Et c'est pas du tout la même démarche que... Oui, non. Que sur un livre. Et sur le livre, heureusement qu'Scourbiac a répondu présent, parce qu'il propose aussi d'aider les auteurs à préparer leurs images en fait, pour que ça sorte convenablement sur le. Alors toi, en noir et blanc, moi je fais pas noir et blanc, donc je sais pas comment ça se passe, mais moi une des plus grosses difficultés, c'est le passage des photos. Alors là, c'est un petit peu technique. Mais les photographes verront tout de suite de quoi je parle. Le passage des photos couleurs du RVB au CMJN. Alors RVB, c'est ce que tout le monde a dans le grand public sur son imprimante jet d'encre, sur son ordinateur. C'est en fait une gamme de couleurs, pour faire rapide. Et CMJN, c'est une autre gamme de couleurs qui est utilisée dans les impressions pour faire des livres, par exemple. C'est ça. Et le passage, en fait, de l'un à l'autre modifie les couleurs. Moi, ça a été la plus grosse galère. En noir et blanc, je sais pas si tu as le même problème. En noir et blanc, en fait, on bascule en bichromie. Ouais. Donc en fait, on a un noir et une nuance de gris. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc on avait choisi avec Olivier là de chez Scourbiac, on avait choisi un gris. Je me souviens plus le nom, c'était un Pantone. Je me souviens plus. Ouais, ça c'est encore des autres gammes de couleurs. Pantone 416, je crois.
Et en fait, toutes les images ont été converties en bichromie, donc noir et en Pantone. Et ça, c'est toi qui l'as fait du coup? Oui. Après, moi, j'ai fait ça et j'ai envoyé les images pour vérifier que le traitement soit appliqué, soit bien fait. Après, c'est passé. Donc, Et ça, tu l'as appris sur le tas aussi ou... Oui, en fait, tes études, peut-être. À part InDesign que j'avais déjà touché avant, toute la réalisation du livre, j'ai appris en faisant. Ouais, en fait, quand on fait un livre, on fait plein de métiers différents. C'est ça. Toute la partie administrative, tous ces trucs-là. Administratif, graphisme, editing, hein, parce que c'est un job. Oui, c'est ça. Un job. Bon, on va quand même s'arrêter, parce qu'on va vraiment perdre les gens. Écoute, merci beaucoup Florent pour ces 2 épisodes et le temps que tu nous as consacré. Et écoute, à très bientôt pour un autre livre ou pas? Pardon? À très bientôt pour un autre livre ou... J'espère. Mais alors, sur quoi? Je sais pas encore. On te rattrape. J'ai quelques projets au cours. Le projet du placard, par exemple. J'ai un autre projet qui est dans le placard qui est en dessous. Mais, moi, j'ai le lien secret. Qui n'est pas encore fait. Oui. Vous pouvez me corrompre. Oui, pour alors, ce fameux reportage secret. C'est ça. Bon, je vais quand même. J'ai quand même montré un petit peu à quelques personnes. On va dire trier sur le volet pour le moment ce petit lien caché de mon site. Voilà. Merci Florent. Merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.